Bienvenue dans le podcast Un bout d'ortho, le podcast des orthophonistes mais aussi des étudiantes. Et dans ce podcast, on parle de néonatologie, d'orthophonie, de cabinet, bref, un peu toutes les thématiques de l'orthophonie. Et aujourd'hui, on a l'occasion de rencontrer Roxane. Dis-nous un peu ce que tu es aujourd'hui et ce que tu fais. Alors, je m'appelle Roxane, je suis orthophoniste en libéral à Paris, donc depuis le mois d'octobre. Avant, j'étais en cabinet libéral à Versailles, dans un cabinet très sympa, le cabinet Soma. Donc voilà, je partage un peu mon temps entre les patients en libéral, quelques domiciles aussi, et puis le sport, beaucoup le sport, et puis la médecine, mais on y reviendra plus tard. Ok, très bien, donc très vaste parcours. Et alors, tu viens de quelle école, toi, d'ortho ? Alors, j'ai fait la fac de Caen. Ok. Moi, je suis un peu la génération concours. Et ouais. La génération concours, où en fait, on se déplaçait un peu partout en France pour passer concours de Besançon, de Paris, de Lille, de Nice, J'ai connu, Montpellier, etc. Tu connais. Ouais. Et moi, j'ai eu le concours de Caen. Voilà, donc... Sachant que tu viens d'où ? De Paris. Et ça n'a pas été trop dur de partir de chez tes parents, découvrir un nouvel environnement, nouvelle vie ? Oui, bah c'est vrai que région parisienne et Caen, on sent quand même un peu le contraste. Mais globalement, c'est quand même à 2 heures en train. Donc, je faisais des allers-retours assez souvent. Ouais. Et d'ailleurs, quasiment la majorité de mes stages, je les ai faits à Paris ou en région parisienne. Ok. Donc, c'est possible. Ça dépend des écoles d'orthophonie. Je sais qu'il y a des écoles qui obligent les étudiants et les étudiantes à rester dans la région. Ouais, du coup, ça offre moins de possibilités et moins de flexibilité, je trouve, pour choisir ses terrains de stage. À Caen, c'était pas le cas. On pouvait choisir des lieux partout en France, j'ai envie de dire. Trop bien. Et c'était des lieux de stage par période ? Tu sais, parfois, tu as des cours qui sont sur 3 mois, puis tu as 2 mois de stage. Ou alors, c'était dans ta semaine ? Un peu les deux. Okay. On a eu un peu des deux. Parfois, certains semestres, on avait plusieurs semaines d'affilée de stage complet. Et puis, en 4e année, par exemple, début de 4e année, si je me souviens bien, on avait la moitié de semaine des cours, un peu comme un système d'alternance. Moitié de semaine cours et la fin de la semaine, on était en stage. C'est mieux parce que du coup, tu peux enchaîner cours, puis rentrer sur Paris pour faire tes stages. Parce que nous, en Belgique, c'était parfois des matinées stages, matinées cours. C'était un peu la course d'ailleurs. Ah oui, vous faisiez tout sur la même journée ? Ouais, on avait les cours des stages ou alors des demi-journées de stage ou des journées de stage. Enfin, ça différait selon les groupes, mais donc ça implique nécessairement de faire des stages sur place. Sur place. Dans la ville où t'es, et d'avoir une voiture pour aller vite. Oui, surtout que vous n'avez pas d'indemnité de frais kilométriques. Non. Non. Comme nous en France. Ouais, c'est ça. Non. Ni rémunération, ni tout ça. Oui. C'est bien dur. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier, toi, orthophoniste ? C'est une bonne question. C'est une question qu'on me pose assez souvent. Je pense qu'on arrive, à mon sens, on arrive en orthophonie pas par hasard. À mon sens, tous les étudiants et même tous les orthophonistes sont là pour de bonnes raisons. Chacun a ses bonnes raisons. Pour ma part, c'était une orthophoniste que j'avais rencontrée quand j'étais au collège. J'avais fait une rééducation pour une déglutition primaire. Ok, comme quoi. Oui. L'orthophoniste rééduqué peut devenir orthophoniste. Oui. Et en fait, j'avais vraiment bien accroché avec cette orthophoniste. Je pense que ça avait un peu dépassé le stade de la rééducation, où on parlait un peu de choses et d'autres, surtout quand tu es au collège. Tu as besoin d'avoir un peu une figure de confiance comme ça, à qui tu peux parler de l'avenir, du métier. Et puis surtout, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est qu'en fait, derrière elle avait une étagère avec plein de livres. Des livres différents, il y avait des livres de biologie, des livres de neuro, des livres de philosophie, des livres de langage. Et je me suis dit, mais en fait... c'est quoi ce métier ? Ouais, j'ai envie de faire la même chose, en fait. J'ai envie d'avoir un cabinet comme ça aussi cool. Et puis, je pense qu'à l'époque, elle m'avait aussi donné une certaine confiance. Quand on est dans la période de l'adolescence, tout le monde se cherche un peu. Et c'est vrai que a posteriori, tu vois, je pense que j'ai voulu un peu reproduire ce qu'elle m'avait fait ressentir à l'époque. Et oui, c'est bien. C'était une vraie rencontre humaine qui t'a marqué. Une rencontre avec un grand R.
Et j'avais aussi envie de, moi, à mon tour, pouvoir donner confiance à des patients et ouais, tout simplement les accueillir dans un espace safe, bienveillant et un peu différent peut-être du milieu scolaire où moi j'ai fait mon cursus dans un établissement privé, enfin en tout cas une bonne partie de mon cursus. Et effectivement, du coup, tu as quand même la performance, un peu la pression, et être dans un environnement où tu peux essayer, te tromper, recommencer. Totalement, très important. Voilà. C'est vrai que l'orthophoniste, le rôle aussi de l'orthophoniste, c'est d'apporter une vraie confiance, de redonner confiance à ces patients qui finalement sont un peu démunis parfois face à nous. Hein. C'est de vrais handicaps selon les pathologies. Donc, oui, effectivement. C'est une belle histoire. Hein. Mais c'est vrai que les patients viennent avec leur fragilité. C'est vrai que dans les contextes de soins, en fait, c'est toujours un patient qui est demandeur et nous qui recevons ou qui sommes en situation un peu de connaisseurs, alors que parfois, il y a plein de situations, je pense que toi, tu dois l'avoir encore plus à l'hôpital, où on se sent aussi démuni que les patients parfois. Ou alors, on s'improvise un peu psychologue sur certains bords et on accueille des histoires différentes. C'est vraiment ça, l'orthophoniste polyvalente. Mais ouais, ça c'est déstabilisant. T'as des petites anecdotes, toi, de choses qui t'ont marqué là, de tête un peu, des histoires comme ça que t'as recueillies alors que tu t'y attendais pas et t'as dû changer un peu de posture ou sortir un tout petit peu de l'orthophonie? Des histoires de patients, tu veux dire? Ouais. Ou peut-être même côté médecine. Alors médecine, il y en a des anecdotes, mais je pense que je pourrais pas tout dire à la caméra. Ouais, je pense. Ouais. Mais en orthophonie, c'est une bonne question. Là, spontanément, ce qui me vient en tête, c'est forcément tous les patients que j'ai vus à l'hôpital. Forcément, à l'hôpital, comme je te disais tout à l'heure, t'es vraiment en première ligne. Ouais. Donc, quand tu rentres dans la chambre d'un patient qui vient de faire un AVC, forcément, en fait, t'as beau te préparer à tout. En fait, le patient est pas tel que tu l'aurais imaginé. Exactement. Et en fait, je pense que la difficulté en orthophonie, du moins en tout cas à l'hôpital, c'est ce que j'ai ressenti, c'est vraiment d'être flexible et de faire avec le patient à un instant T, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et de s'adapter. Tu peux avoir plein de projets de rééducation, d'exercices, de bilan, mais si le patient, là, à l'instant T, il est dans une autre prise temporelle et psychique avec d'autres problématiques et d'autres enjeux, en fait, le soin ortho, ça va pas avancer. Donc là, effectivement, on passe sur une approche un peu... Voilà, c'est ça. Il faut un peu être flexible et c'est ça, être adaptable. Finalement, c'est vrai que c'est notre rôle à fond aussi. Donc, oui. Ok, très intéressant. Et pourquoi médecine, alors ? En parallèle, parce que orthophonie, bon, ok, mais la médecine. La médecine... Alors, pour la petite anecdote, moi, quand je suis sortie du bac, j'ai terminé avec un bac. Je suis allée directement en prépa. En prépa ortho, je savais même pas ce que c'était une PACES. Honnêtement, peut-être que j'en avais entendu vaguement parler, mais j'étais pas... la médecine, ça m'intéressait pas plus que ça. Je suis allée directement en ortho. Et en fait, une fois le concours passé et réussi, une fois admise en école, dès la première année, je me suis dit « Ah ouais, c'est ça la fac !» Surtout après la prépa où t'es très encadré finalement. En prépa, on est très encadré, mais les profs ont quand même beaucoup de niveaux. On apprend beaucoup de choses à un rythme soutenu. La culture G, de la bio, en fait, beaucoup de choses. Et en fait, quand je suis arrivée à la fac, je me suis dit j'ai vraiment fait tout ça pour arriver à la fac, assise devant des profs qui lisent leurs diapos et parfois des intervenants qui ne sont pas forcément profs. Et dès le premier semestre de la première année, je me souviens que j'ai eu une désillusion, mais je pense que ça parlera aux personnes qui ont fait la prépa, mais il y a vraiment cette sensation, ce décalage entre la prépa et la fac. Et dès la première année, je me suis dit, mais c'est pas possible. 5 années comme ça, vraiment. Faut trouver l'organisation. C'est ça. Absolument. Et en fait, je sais que c'est politiquement pas correct de dire ça, je pense. Ne m'écoutez pas tous les étudiants en ortho, mais dès la première année, en fait, je me suis dit, je ferai pas orthophonie toute ma vie. Ah ouais, je l'ai pensé aussi. Dès la première année, vraiment. Mais je sais pas toi comment tu l'as ressenti, mais moi dans ma promo ou en tout cas dans mon entourage ortho, même si j'ai eu de très bons amis qui l'ont entendu et avec qui j'ai pu en parler librement,
tu te sens quand même assez seul, parce que c'est quand même, pour ceux qui connaissent pas trop, l'orthophonie, c'est quand même assez professionnalisant et assez spécifique comme cursus. En fait, on sait qu'on va sortir du cursus avec le diplôme d'orthophonie, et en fait, tout le monde est là pour ça, et tout le monde est passionné et a la vocation. Et toi, quand t'es là, tu te dis « Ah !» En fait, j'ai passé des concours, je suis rentrée en école, j'ai fait ma première année, deuxième année, troisième année, et en fait, je me sens toujours pas à ma place, quoi. Donc, voilà. Très rapidement, t'as eu cette idée de « je vais changer ». C'est vrai qu'en Belgique, pour le coup, comme ce sont des études de 3 ans, après on peut faire l'UNIF qui dure 5 ans, mais du coup, elles ont déjà souvent un autre bagage aussi. Donc institutrices, elles ont fait d'autres études. Et donc, il y a plus facilement cette double casquette de là, je vais être orthophoniste, puis, par exemple, psychomotricienne. Et ça se fait beaucoup. Alors qu'en France, c'est vrai que c'est les 5 ans. Et est-ce que d'ailleurs, il y avait une certaine compétitivité en France entre vous, les Françaises? Alors, pour les concours, absolument. Enfin, pour les concours, c'est sûr. Je crois que j'ai regardé, quand on a discuté un peu du podcast, les stats, c'est 3 ou 4% de réussite. On était quand même dans des hangars, on était quoi, 3000, 4000. Et il y avait parfois dans des centres, dans des écoles, seulement 35 places. Genre, t'arrives 106 sur 3500, en fait, t'es quand même sur liste complémentaire, quoi. Alors que 106 sur 3500, c'est pas si mal comme classement. C'est bien, mais c'est un concours, faut être le meilleur des meilleurs. Exactement. C'est terrible. Tout à fait. Oui, je pense que ça a fait beaucoup de déçus et beaucoup de vocations, pour le coup, brisées par un concours extrêmement exigeant et compliqué, quoi. Ou la fuite vers l'étranger. Ou la fuite vers l'étranger, effectivement. Effectivement. Je connais assez mal le cursus de Belgique. Je sais qu'il y a des orthos qui le font en 5 ans aussi, avec un master de psycho. Voilà, c'est ça, c'est les 3 années, c'est un tronc commun. Psycho de l'éducation ou psycho, tout simplement. Et ensuite, tu as 2 ans, ou la passerelle, selon d'où tu viens, parce que tu peux faire la haute école en 3 ans. Puis tu fais 1 année de passerelle et 2 ans de master en logopédie. Donc finalement, tu fais 6 ans. Oui, donc c'est encore plus professionnalisant, en fait. Oui. Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'en Belgique, nous, on était en stage dès la 2e année, en haute école. Et pareil, quand t'es à l'UNIF, t'as des stages 3e, 4e année. Oui, vous avez beaucoup d'heures de stage, vous. Nous aussi, on en a beaucoup, mais je pense que comme on a 5 ans, c'est un peu plus réparti sur les 5 ans. Mais Après, je pense que vous voyez plus de domaines. Vos stages, vous avez beaucoup d'observations et d'immersion, alors que nous, c'est de la prise en charge, il faut aller au concret. Donc langage écrit, langage oral, tu vois, beaucoup moins d'hôpital. Et ça, je l'ai découvert perso une fois que j'étais diplômée. Ah bah oui, oui, c'est vrai que vous avez moins de... Effectivement, j'ai une amie, Inès, je sais pas si elle écoutera le podcast, mais avec qui je suis partie en Guadeloupe pour le congrès de la FNO. Cette année, et qui a fait l'école de Belgique. Et effectivement, elle me disait aussi qu'il n'y avait pas forcément de stage à l'hôpital. Alors qu'à l'inverse, en France, tu as des stages obligatoires en libéral, mais tu peux quand même choisir... Enfin, tu es obligé aussi de choisir des structures ou de l'hôpital. Et pour ma part, j'ai un peu... j'ai un peu fui le libéral. En fait, pendant les études, j'étais beaucoup en structure, à l'hôpital. Je trouvais que c'était vraiment dans ces endroits-là qu'on apprenait le plus. Et d'ailleurs, pour les étudiants, vraiment, c'est hyper enrichissant, franchement. Aller dans les équipes, aller dans les structures, à l'hôpital, vous rencontrez d'autres professionnels de santé, d'autres manières de faire. C'est vraiment hyper enrichissant. Je pense que pour la formation, la structure et l'hôpital, c'est génial. Plus les patients, les pathologies. Plus les patients, pathologies, ça, 100%. Je suis vraiment d'accord. Tu sors de là, tu as vraiment un bagage très solide. Par contre, pour travailler, travailler le libéral. Pour travailler le libéral, c'est plus une question de... je pense d'organisation et de... Enfin, moi, en tout cas, ça me convient de libéral pour la flexibilité des horaires. Parce que ce qui est intéressant, c'est que toi, Roxane, du coup, tu travailles en libéral. Et moi, du coup, 100% à l'hôpital. Et du coup, toi, comment tu t'organises? T'as des patients toute la semaine, du coup? Combien? Quel type de pathologie? Alors, là, je suis encore en train de créer ma patientèle, donc c'est pas très représentatif.
Mais je dirais que je suis plutôt sur une 50aine de patients par semaine. Ok, bon rythme. Voilà, bon rythme, sachant que je travaille pas tous les jours de la semaine. Ok. Pour me laisser effectivement du temps pour l'à côté, c'est-à-dire le sport, médecine l'année dernière. Ça fait quels horaires à peu près, du coup, tous les jours où tu travailles? Les jours où je travaille, je dirais 9h, 18h ou 18h30. Grosse journée quand même. Ouais, Avec une grosse pause journée. le midi. Je prends une pause. Alors quand j'étais à Versailles, ça m'arrivait très souvent. Erreur de débutant. Ah. Ne faites pas ça. On retient alors. De déjeuner en 30 minutes. Ou Ok. 45 minutes, parce qu'en fait, il y a un patient qui veut te parler à la fin de la séance, ça déborde. Ça s'étale. Il y a quelqu'un qui t'appelle, et en fait, ta pause déj, elle se résume à 15 minutes sur le bord d'une table. Faites pas ça. Faites pas ça, vraiment. Vraiment, faites pas ça, parce que le libéral, c'est un marathon. C'est pas une course de vitesse. Et en fait, pour tenir sur la durée, il faut vraiment faire attention à soi et avoir un rythme cadré. Donc là, maintenant, je prends 1 heure de pause, obligatoire. Quitte à finir un peu plus tard le soir, mais 1 heure de pause le midi. C'est hyper important pour toi, ta charge mentale, ta santé mentale. Effectivement. Et tu travailles pas quel jour, du coup? Alors là, depuis que je suis arrivée à Paris, je travaille pas le jeudi. Ah bah, ça tombe bien, on tourne un jeudi. C'est ça. Okay. Donc pas le jeudi, et quand j'étais à Versailles, je travaillais pas le lundi, ce qui me faisait un week-end de 3 jours. Donc c'est pas mal pour récupérer. Je pense qu'il y a une bonne partie d'orthophonistes qui ont un week-end de 3 jours. On soit connaît le vendredi, soit le lundi. On connaît la team soignant du week-end de 3 jours, soit qui travaillent pas le vendredi, soit qui travaillent pas le lundi. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un rythme qui me convient. Okay. Je sais que ça arrive. Parfois, il y a des personnes, même des proches, même ma famille ou mes parents, qui me disent: mais est-ce que tu penses qu'un jour tu vas te mettre à temps plein? Enfin, en fait, et à chaque fois, je me dis, mais en fait, j'ai travaillé toute ma vingtaine. Une fois en libéral, j'ai envie de choisir mes horaires, j'ai envie de choisir mes jours. On est libre, c'est ça l'avantage aussi de notre métier d'orthophoniste. C'est qu'en libéral, on choisit nos amplitudes horaires, nos pathologies. Plus ou moins. Mais plus ou moins en fonction des demandes. Mais c'est vrai que ça offre quand même une certaine flexibilité et liberté qui, moi, me convient, en tout cas pour l'instant. Et puis, c'est surtout que ça permet aussi de... Moi, je préfère être une bonne soignante 3 jours et demi par semaine que d'être une soignante, en fait, épuisée, avec moins d'empathie, à 5 jours sur 5 toute l'année. Je sais qu'il y a des soignants qui font ça, et vraiment, j'ai toute très grande admiration pour eux. 5 jours par semaine, toutes les semaines de l'année, franchement, je suis très admirative, mais pour ma part, je sais que c'est pas un rythme qui me convient. Comme je te dis, je préfère être une bonne soignante sur 3 jours et demi, 4 jours, plutôt que de m'épuiser. Surtout que c'est vrai que l'avantage en libéral, c'est qu'on a le salaire qui est quand même plus conséquent qu'à l'hôpital. Et donc, où à l'hôpital, on va être sur un format finalement 40 heures, souvent. Enfin, moi, à 100%, c'est un contrat de 40 heures. Mais c'est des échelons, non? C'est des grilles. On a des grilles, on a des grilles, mais... c'est pas, déjà on fait pas ce métier pour l'argent, mais surtout à l'hôpital, c'est sûr qu'on gagne pas non plus des milliers et des cents. Mais c'est vraiment là pour le coup, je pense qu'on ressent plus l'aspect passion, survie aussi un peu aiguë, mais alors qu'en libéral, on est quand même un peu mieux, je trouve. Après, il y a plein de... C'est plus confortable, mais t'as quand même l'adrénaline aussi à l'hôpital. T'as quand même je sais pas si vous avez des groupes thérapeutiques ou même des réunions pluriprofessionnelles. C'est ça. C'est hyper enrichissant, même avec les médecins et tout, je pense que... C'est très varié, en fait, vraiment. Et puis, je voyais récemment, t'as fait une formation, non sur les aphasies ou... Ah oui, alors j'ai donné... alors ça, régulièrement à l'hôpital, on est appelé pour donner des petites interventions et former les professionnels, donc sur l'aphasie, par exemple, parce que on est en première ligne sur ces pathologies-là. Et après, sinon, je sors ma formation en néonatologie bientôt. Bien placée. Voilà. Mais d'ailleurs, en parlant de projet, toi aussi, du coup, tu fais partie de ces orthophonistes, parce que là, on est pas mal, années 90, nouvelle génération, à lancer des projets en parallèle. Et toi, du coup, t'as une super idée avec ton copain, du coup, sur une application. Oui, avec un ami, avec... Aubin, on a décidé de se lancer dans un projet d'aide à la rédaction de bilan pour faire gagner et optimiser du temps aux orthophonistes en libéral, mais même à l'hôpital. En fait, l'idée, c'est justement de se dégager plusieurs heures par semaine, voire par mois, pour crucial. En fait, voilà, c'est ça.
c'est pas grand-chose, mais mis bout à bout, à la fin du mois, ça fait beaucoup. Donc une application qui permet de gagner du temps pour rédiger les bilans et pour le faire sans sacrifier la rigueur de rédaction et d'analyse clinique des orthophonistes, mais vraiment pour les aider, même dans la reformulation ou même pour que ça aille plus vite, quoi, tout simplement. Donc, pour les guider. Voilà, c'est ça. C'est encore en cours, mais on a ce projet qui nous tient à cœur. Donc, c'est super, donc, voilà. Ça peut sortir un peu quand Je sais pas si on peut parler de date, mais il y a déjà quelques utilisateurs qui sont en train d'utiliser en ce moment. Ok, en test. Voilà, c'est ça, en test. Et puis, on a encore quelques réglages et puis ça sortira prochainement. Très prochainement, on l'espère. Donc, trop bien. On peut te suivre sur tes réseaux pour suivre ça ou pas ? Oui, tout à fait. Alors, sur Instagram et sur TikTok, Rox Ortho. Okay. Et donc, avec Aubin, on a Ortholab. Okay. Ah oui, Ortholab. Bah, ouais. Du coup, je connais oui, maintenant. tu vois. Et toi, du coup, la présence sur les réseaux sociaux... Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu trouves ça bien, ceux qui démocratisent un peu leur métier, qui font de la prévention comme ça sur les réseaux ? Qu'est-ce que t'en penses ? À mon sens, c'est une bonne chose que les soignants soient sur les réseaux sociaux. D'une part, pour un peu éviter la désinformation, un peu les fake news, parce qu'il y en a quand même, clairement, il y en a sur les réseaux sociaux. Et c'est un peu le piège d'ailleurs, c'est qu'en fait, on ne sait plus hiérarchiser la bonne information, la bonne source. De la bonne source, de la source qui s'est mélangée, il y a eu des on-dit, bon voilà. Tout à fait, des on-dit, des choses qui sont pas sourcées, qui sont pas vérifiables scientifiquement parlant, donc je pense que c'est une bonne chose. Après, il faut que ce soit réglementé aussi, et d'ailleurs je crois que le ministère a ça y est, il y a une charte qui est sortie. Voilà, c'est ça. Pour tous les médecins paramédicaux qui vulgarisent un peu plus l'information médicale sur les réseaux. C'est encadré aujourd'hui, donc ça c'est une bonne chose. Je pense que ça nous protège aussi, et puis ça protège les utilisateurs, mais à mon sens c'est vraiment bien. Ne serait-ce que, regarde, toi pour ton compte, t'es quand même suivi par beaucoup de soignants et notamment d'étudiants. Oui. Et je trouve ça bien, parce que c'est vrai que dans les études d'ortho, on peut parfois se sentir un peu seul, même si on est entouré. Il y a vraiment des moments où on peut se sentir seul entre les stages, les cours. La pression, effectivement. Nous, on avait le mémoire en dernière année, entre les stages, les partiels. C'est la folie. Ouais, c'était vraiment un souvenir hyper marquant. Et en fait, il faut que les étudiants puissent avoir comme ça des ressources, ou au moins des personnes... Enfin, je pense que tu dois recevoir des messages, mais peut-être que tu réponds pas à tout, mais au moins... Enfin, en fait, le fait d'avoir une référence et de voir qu'on n'est pas seul, je pense que ça aide beaucoup. Totalement. Surtout dans ces études-là. Tu me parlais de médecine, mais moi, tu vois, j'ai eu la chance d'avoir un entourage super et de rencontrer des personnes qui avaient un peu le même cheminement que moi aussi. Ouais. Donc forcément, je me suis sentie un peu moins seule, mais ça m'est arrivé quand même. Enfin, tu vois, pour se diriger vers médecine quand t'es en ortho, c'est difficilement entendable aussi, parce que tu te dis, c'est un concours qui est très dur. Il n'y a pas beaucoup d'orthophonistes. C'est quelque chose c'est un métier quand même qui est assez rare. Moi, je le vois encore. Enfin, tu vois, cette semaine, plein de patients qui m'ont appelé. Ça fait 1 an, 2 ans qu'on cherche une orthophoniste. C'est terrible. C'est question économique et aussi du système de santé qu'on absorbe aussi en tant que professionnel de santé. On n'est pas suffisamment, mais du coup, c'est nous qui absorbons ça aussi en première ligne. Et donc, c'est parfois difficilement entendable de parler de médecine. Après, il manque des médecins. Quand même. Oui, aussi. Oui, il manque des orthos, des médecins. Oui, globalement, on est en pénurie de soignants. Globalement, surtout quand on voit que d'ici à 2050, au niveau statistique et à l'échelle nationale, où il y aura plus de personnes âgées au-dessus de 50 ans que de jeunes actifs, on peut se dire en fait qu'en France, on n'est quand même pas encore sur la bonne voie, quoi. Oui, totalement. Et pour finir, pour donner quelques petits conseils aux étudiantes qui nous suivent et qui sont vraiment là dans la période d'examen, ça commence à être dur, c'est l'hiver, elles n'ont pas le moral, il y a le stress des examens. C'était quoi ton meilleur tips organisation réussite ? Parce que quand même, tu as fait un master recherche pendant oui, c'est vrai que tu m'avais posé la question. ta 5e année d'ortho. Oui. Et en même temps, un DU en littérature, c'est ça ? Ouais, alors c'est l'inverse. J'ai fait, alors en 4e année,
Donc de la première année d'ortho jusqu'à ma 4e année, j'ai suivi en parallèle donc une licence puis un master de recherche en littérature moderne à la Sorbonne, donc à distance. Ça m'impressionne. En 4e année. Et en fait, en 5e année, au moment où j'ai fait la passerelle médecine, c'est cette année-là que j'ai passé mon oral de diplôme universitaire d'éthique. Donc l'éthique en orthophonie, j'avais travaillé justement sur les aphasies. Les aphasies et le consentement, tout à fait. Comment on maintient l'autonomie sans forcément imposer aussi, ou parfois c'est l'entourage qui impose, mais la notion de consentement en fait chez les patients aphasiques. Dans la prise en charge. Dans la prise en charge. Donc voilà, oui, c'était assez dense. Et pour les tips... Comment tu t'en sortais ? Est-ce que tu avais un emploi du temps fixe avec des tâches ? Ou c'était vraiment, là j'ai du temps, allez, je bombarde 5 heures. Oui. Il y a forcément des périodes de rush. Ça, c'est sûr et certain. En tant qu'étudiant, il y a forcément des périodes où, en fait, il faut juste se dire, là, on a une période de rush, il faut y aller. Après, ce sera un peu plus tranquille, il faut le faire. Après, je suis pas la mieux placée pour parler d'organisation parce que j'ai toujours une agitation mentale qui fait que j'ai toujours cherché un peu ma méthode à moi, mais pour éviter les rattrapages et pour essayer de vivre sainement ces études, je pense le sport. Ouais. Franchement, le sport. Dès que je finissais des partiels, dès que j'avais du temps, en fait, c'était le sport. Clairement, le sport. Faites des activités en groupe aussi, vous isolez pas. Vraiment, c'est hyper important de garder du lien avec ses proches. Même si vous en avez marre de vos camarades d'ortho, trouver d'autres personnes, des amis qui sont pas du tout dans le domaine, qui vous ressourcent, des personnes qui ressourcent, ça c'est hyper important. Totalement. Et puis dans un troisième temps, je dirais garder au moins une chose qui vous fait plaisir. Allez là où vous ressentez de la joie. Même si c'est pas évident, les partiels, les cours, que parfois vous vous demandez qu'est-ce que vous faites là, que vous avez plus envie, que c'est vraiment le bout du bout, vous voyez plus la lumière au bout du tunnel. Accrochez-vous à des choses qui vous mettent en joie. Ça peut être le sport, ça peut être la musique. Il y en avait, c'était la chorale. J'avais une amie de promo, c'était l'équitation. Le dessin, en fait, activité. Voilà, c'est ça. Trouvez vraiment ce qui vous parle. Et la plupart du temps, on n'a pas besoin de trop réfléchir en fait quand on y pense spontanément. En étant honnête avec soi-même, on sait quelles sont nos passions et ce qui permet de nous ressourcer. Donc totalement. Et puis garder espoir, même si on a peu dans ces moments-là, le métier en vaut vraiment la chandelle. C'est dur. Mais une fois qu'on est diplômé, je pense qu'on a tout le sourire aux lèvres et on oublie presque ces années de pression. Mais non, tu fais bien de le dire, c'est une très bonne chose de dire ça. Les études sont pas représentatives du métier. Ah ouais, et ça, moi, franchement, parce que j'ai globalement pas spécialement apprécié les études. Je suis sortie des 5 ans, j'étais clairement vide. Enfin, je me suis jamais sentie aussi vide qu'à la fin de mes années d'études, alors que quand même, tu te dis, allez, je vais faire un master, je vais faire des années d'études pour justement m'enrichir. Oui, c'était pas le cas. Mais par contre, quand on commence à travailler, là, on comprend le sens de tout ce qu'on a fait. Totalement. Et c'est surtout avoir ses propres patients et pouvoir avoir sa propre pratique. Même si vous avez des maîtres de stage qui vous notent, etc., vous savez qu'une fois diplômé, vous pourrez... ça sera vous. Et votre pratique clinique et aussi être authentique. Après, ça n'empêche pas de cheminer aussi soi-même à côté ou de se faire aider. Ou parfois, vraiment, il n'y a aucune... moi, je suis hyper ouverte sur ces sujets-là, même les sujets de thérapie ou d'avoir un suivi. Franchement, si vous avez besoin, c'est vraiment un soutien et une béquille, parfois dans les moments qui ne sont pas forcément faciles. Donc voilà, il n'y a pas de honte à se faire aider. Totalement, puis même pour décharger. Moi, j'en ai ressenti le besoin et je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans un autre podcast. Mais effectivement, j'ai ressenti le besoin de décharger ce que je vivais avec les patients. Parce qu'en plus de ça, j'ai un contexte médical avec surtout à l'hôpital. Mon papa qui a le cancer. Donc je restais tout le temps dans une bulle de... on est dans des pathologies, dans l'hôpital, dans du lourd. Donc on n'hésite pas, on se fait accompagner. Et un bon soignant, c'est quelqu'un qui a une bonne santé mentale aussi. Donc c'est important. Faire une thérapie, très important. Ou en tout cas, à certains moments, de se faire aider, il y a vraiment... on en apprend beaucoup plus sur soi et même... tu vois, ça, on n'en a pas trop parlé, mais moi, quand j'ai commencé les études d'ortho, c'est à ce moment-là que j'ai commencé une thérapie.
Et c'était vraiment génial. Alors forcément, il faut du temps, il faut parfois un peu d'argent. Alors maintenant, dans les universités, dans les facs, si on se renseigne, il y a quand même des dispositifs qui sont mis en place pour les étudiants. C'est vraiment bien. Je connais... des séances remboursées. Ouais, je connais des étudiants qui en ont bénéficié et qui en étaient très contents. Il y a des séances qui sont remboursées maintenant avec le dispositif. Bon, alors, tous les psychos sont pas forcément d'accord avec ça, mais il en faut certains, voilà, c'est ça. Et en fait, ça vaut le coup, quoi. Parce que de toute façon, quand on est face aux patients, après, c'est une intégrité... c'est plus de l'éthique personnelle, je dirais. Mais on revient à cette question d'éthique, mais totalement. C'est ça. Quand on est face aux patients, en fait, c'est bien de se connaître et de savoir un peu ces zones d'ombre, ces zones de... Qu'est-ce qui nous motive à faire ça et à continuer. Je pense que c'est bien de se connaître parce que dans tous les cas, il y a forcément un moment dans la pratique clinique ou dans vos stages où vous allez être confronté à un patient qui va vous renvoyer des choses personnelles. C'est ça. Et en fait, ne pas attendre le dernier moment et de craquer et d'être vraiment trop submergé par des choses personnelles qui font qu'en fait, on ne pourrait plus travailler. Mais vraiment de faire le cheminement en parallèle et durablement pour éviter ce genre de choses. De toute façon, même à l'hôpital, je pense que tu dois le voir, c'est à l'hôpital que je l'ai le plus eu. Cette sensation où les patients, en fait, c'est des miroirs, les patients. Totalement. Ils te renvoient des choses personnelles. Des histoires, des dans histoires sa famille qui touchent. Aussi. Ouais, exactement. Et c'est bien, justement, de se faire accompagner. Et après, ça donne, en fait, des clés qui nous permettent d'ouvrir des portes ou, en tout cas, d'avoir les outils pour être armés pour la suite et pour d'autres prises en charge. Donc, c'est vrai que quand on se connaît mieux, on est plus serein aussi. Dans la relation au patient, on est moins déstabilisé, on l'est toujours un peu à certains moments bien sûr, hein, mais on arrive mieux à le gérer que quand on n'a pas eu d'accompagnement, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. C'est totalement ça, c'est très important de décharger et surtout qu'on a plusieurs patients dans la journée, donc s'il y en a un qui te marque et que souvent les rendez-vous s'enchaînent très vite. C'est difficile. Même à l'hôpital, tu vas dans une autre chambre, il y a une famille. Hop, faut tout de suite replacer le sourire, être tout de suite neutre, j'ai envie de dire, alors que dans sa tête, on va continuer d'y penser, mais il faut enchaîner, et parfois cet enchaînement, il est bénéfique, parce qu'on se dit, on arrive à enchaîner avec un patient, mais finalement, on y repense derrière, et de switcher comme ça, sans prendre le temps de se dire, là, ce patient, il m'a marqué, je vais me poser 10 minutes. Voilà. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps avec l'équipe, un patient Charcot, il nous a tellement marqué que du coup on s'est dit là on va prendre 10 minutes, on va souffler un peu, on va accepter nos émotions, faire une pause, on pleure s'il faut. mais exactement, faire des pauses et pas enchaîner comme ça. C'est vrai que ça m'arrive aussi parfois, peut-être un peu moins que toi, mais ça m'arrive parfois en libéral, et c'est vrai que parfois je prends 5 minutes en plus. Tu vois, c'est pas grave, je suis en retard, le patient attend dans la salle d'attente, mais en fait si j'estime que j'ai besoin de 5 minutes pour couper et pour enchaîner la suite, quand tu vois 11 patients à la suite et que tu as eu un patient qui t'a marqué, en fait on prend les 5 minutes et puis voilà, ça se rattrape 5 minutes. C'est ça, dans la journée. C'est une très belle façon de conclure sur la santé mentale. En tout cas, merci Roxane d'avoir participé à ce premier épisode de podcast, Un bout d'ortho. Donc n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et puis à rejoindre Roxane sur ses réseaux et puis à suivre son projet d'application qui va grandement nous servir. Merci à toi. Avec plaisir. Ok.